reprise de débat. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Pagode. Madame la Présidente, ça me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom du Bloc québécois au sujet de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Après avoir passé de très nombreuses heures en comité, au sein du comité sur le commerce international à l'analyser, mes collègues ici qui siègent au comité avec moi vous le confirmeront, on a veillé tard à plusieurs reprises. Comme je l'ai rappelé lors de ma première intervention sur le sujet dans cette Chambre, le mouvement indépendantiste québécois n'a pas de leçon à recevoir quant à son appui au commerce avec le reste du monde. Le libre-échange avec les États-Unis, il a été le résultat d'un pari réussi de messieurs Jacques Parizeau et de Bernard Landry, à la suite, il faut le rappeler, d'une campagne de peur qui était en grande partie pilotée par cette Chambre. Ciblant la prétendue impossibilité du Québec de survivre en dehors de l'économie canadienne. Or, ce n'a pas été le cas. Nous avons fait le pari du libre-échange. Pari réussi, car pour nos PME, l'accès au marché du Sud a été une véritable aubaine, notamment parce que le Québec a toujours su conjuguer l'ouverture au commerce avec le nationalisme économique, utilisant efficacement ces outils d'intervention. Cependant, par contre, comme l'a dénoncé plus tard Jacques Parizeau, le libre-échange est trop souvent devenu synonyme de négociations secrètes en faveur des multinationales, alliant l'abdication de la souveraineté politique au sacrifice des couches les plus vulnérables de la société. Qu'en est-il de l'ACEUM dans tout ça? Précisons tout d'abord que la transparence a grandement fait défaut au processus de mise en place. L'étude des impacts économiques ne nous a été présentée qu'au moment, là je vous dis au niveau du comité sur le commerce international, nous n'avons reçu l'étude des impacts économiques qu'au moment où nous avons reçu l'économiste en chef d'Affaires mondiales Canada qui en était l'auteur. Comment pouvions-nous avoir le temps de la lire, de l'étudier et de préparer nos interventions en conséquence? Qui plus est, l'étude présente une méthodologie douteuse et malhonnête parce qu'elle compare l'ACEUM avec l'absence d'accord. Elle compare l'ACEUM avec le néant. Or, comme si l'ALENA n'était pas en place depuis si longtemps. Bien sûr, certains nous répondront que sans l'ACEUM, peut-être qu'il n'y aurait plus rien. Moi, personnellement, je vous avoue que je ne vois pas, dans un futur proche, une situation où le Canada et les États-Unis ne feraient plus de commerce entre eux. Je vous l'avoue, on n'a qu'à constater que sans l'ACEUM, on retombe à l'ALENA. Et si même on déchirait l'ALENA, on retomberait à l'ALE. Et si on déchirait l'ALE, il y aurait toujours l'Organisation mondiale du commerce. Je sais que chacun de ces scénarios-là ne mène pas à la même chose. Je sais qu'il est toujours préférable d'avoir un canal direct entre les pays signataires, mais néanmoins de prétendre qu'il y aurait, comme par magie, une situation où il n'y aurait plus de commerce entre les États-Unis et le Canada, je trouve que ça relève de l'épouvantail. Ajoutons également sur un autre sujet que la première version de l'ACEUM, comme elle nous a été présentée ces dernières années, elle était carrément inacceptable. On n'a qu'à penser aux dispositions qui auraient pu permettre aux géants du numérique de passer leurs marchandises sans tarifs douaniers et de les vendre hors taxes. Les dispositions concernant les brevets pharmaceutiques auraient également servi les grandes corporations tout en augmentant le prix des médicaments. Heureusement, ces aspects-là sont absents de la présente version. Maintenant, disons-le, la présente version. On va le dire d'emblée, l'ACEUM est indigne de ce que devrait être un accord en 2020. Prenons par exemple le cas de l'environnement. À l'ère de la crise climatique, il contient presque rien quant à l'environnement, outre certaines bonnes intentions. Il n'y a pas de mention des accords environnementaux, mis à part ceux qui étaient dans l'ALENA. Aucune norme climatique, aucune même mention ou reconnaissance des changements climatiques, aucun système pour trancher des cas problématiques, mis à part le mécanisme de règlement des différends entre États, qui, il faut dire, n'est pas reconnu pour sa redoutable efficacité. Cependant, quand on le compare à l'ALENA, parce que c'est un ou c'est l'autre, l'ACEUM présente certains progrès. Et c'est dans cette optique, qu'entre les deux accords, il nous faut opter pour la présente proposition plutôt que pour le statu quo. L'ACEUM abolit l'interdiction de limiter les exportations de pétrole canadien vers les États-Unis,
qui était une mesure qui pouvait nuire aux efforts de lutte au dérèglement climatique. Tant mieux. L'exception culturelle. Grand combat du Québec à l'UNESCO avec l'appui de la France pour que la culture ne soit pas traitée comme une marchandise à part entière et réitérée. Nous nous en réjouissons. Un grand progrès réside aussi dans l'élimination du chapitre 11 de l'ALENA, qu'on appelait « Règlement des différents investisseurs États ». Celui-ci érigeait un véritable gouvernement des multinationales sur l'autel de la destitution du pouvoir politique, permettant à des multinationales de poursuivre les États si ceux-ci avaient le malheur de réduire leur capacité à faire des profits en voulant protéger leur population. Au fil des ans, Ottawa a été l'objet de poursuites pour des causes telles que sa décision de restreindre l'importation d'un additif à carburant soupçonné d'être toxique, pour la restriction de l'exportation de déchets toxiques, à cause aussi de l'interdiction du Québec, par le Québec, de la vente et de l'utilisation de certains pesticides sur les surfaces à gazon, à cause de l'invalidation de brevets de médicaments à la qualité douteuse, ou encore à cause du moratoire québécois sur les forages sous les eaux du fleuve Saint-Laurent. Et cette liste d'exemples est tout sauf exhaustive. Parmi les pays de l'ALENA, le Canada a été le principal objet, la principale cible de ces poursuites opérées par des investisseurs privés. Le plus grave, c'est que ce mécanisme a ensuite été imité dans la totalité des accords de libre-échange. Dans le monde entier, 60% de ces poursuites se sont soldées par une victoire des multinationales sur l'État qui était poursuivi ou par une entente à l'amiable. Ça, c'est selon un rapport de l'ONU. Cela signifie que dans 60% des cas, les puissances de l'argent ont su faire reculer, en partie ou en totalité, la volonté politique et le pouvoir de la démocratie. Cette évaluation quantitative-là, elle ne peut bien entendu pas prendre en compte la pression qui s'exerce en permanence sur les décideurs publics. Les décideurs, publics, qui doivent s'auto-censurer pour éviter de se retrouver devant les tribunaux. Jacques Parizeau nous disait que la mondialisation était comme la marée, qu'on ne pouvait pas l'empêcher, mais qu'on pouvait construire des digues fluviales. Ce chapitre de l'ALENA nous empêchait même de construire les digues fluviales. À la disparition de ce chapitre, aux conséquences graves dans la Séoum, on ne peut dire que bravo, bon débarras. Nous serons cependant vigilants quant au nouveau chapitre sur les bonnes pratiques réglementaires. Le chapitre est assez contraignant et emploie le ton de la méfiance permanente à l'égard de l'intervention de l'État. Ce sera assurément à surveiller de près afin qu'il ne s'agisse pas là d'un nouvel étau. Il demeure que la disparition du pouvoir des investisseurs privés de poursuivre les États constitue un précédent louable. Il sera difficile de ramener un tel mécanisme dans de futures négociations à l'international. D'autres avancées sont, hélas, beaucoup trop symboliques. La Séoum comporte un chapitre qui est consacré exclusivement aux PME, aux petites et moyennes entreprises, affirmant leur importance. Fort bien. Par contre, ce chapitre ne sort malheureusement pas du domaine de l'affirmation de simples principes. La Séoum leur préserve heureusement dans la plupart des secteurs l'accès au marché. Le chapitre sur le travail présente quant à lui certaines avancées, surtout remarquables quant au secteur de l'automobile. Mais le secteur de l'automobile, disons-le, ne touche pas vraiment le Québec. Mais il établit néanmoins par rapport à lui une forme indirecte de salaire minimum qui, il faut le dire par contre, sera difficile à appliquer, mais néanmoins, c'est une avancée remarquable. Mais cette avancée est malheureusement absente quant aux autres catégories de travailleurs. Remarquons toutefois que ce chapitre établit certains recours pour les travailleurs. Seront-elles efficaces? L'expérience nous le dira. La Séoum n'est cependant pas exempt de zones d'ombre. Il faut notamment mentionner que l'une d'entre elles, c'est le bois d'œuvre. Cette situation-là, la situation du bois d'œuvre, irritante à souhait, elle fait figure d'irritant permanent. Ça n'arrête jamais. C'est comme un problème qu'on ne règle jamais. Ça continue toujours. On le sait, les États-Unis ont toujours appliqué des tarifs punitifs sur notre bois. Le calcul américain, il a toujours été clair. On met les industries en faillite pendant les longs délais que requièrent les processus judiciaires. Washington a toujours su jouer en marge des règles. Les négociations de la Séoum auraient pu être une occasion de clarifier ces règles.
pour s'assurer qu'il n'y ait plus de telles pratiques déloyales. Ça n'a pas été le cas. Et c'est pourquoi j'avais déposé un amendement pour que le ministre constitue un comité consultatif qu'il consulte relativement aux produits de bois d'œuvre non inscrits sur la liste des marchandises d'exportation contrôlées. Mentionnons aussi qu'au niveau des droits d'auteur, comme ça a été mentionné par mon collègue tout à l'heure, il y a des enjeux où on calque la propriété intellectuelle sur les États-Unis, ce qui risque de favoriser essentiellement les grosses entreprises. Au niveau maintenant de l'agriculture laitière, il s'agit d'un recul clair. Le scénario est toujours le même. Chaque parti appelé à former le gouvernement s'engage la main sur le cœur lorsqu'il y a une élection à ne plus jamais toucher à la gestion de l'offre. Quand il arrive, il dit, contrairement à mon prédécesseur, moi, inquiétez-vous pas, j'y toucherai pas. Quand il arrive au pouvoir, il s'en va négocier en secret comme son prédécesseur, il négocie dans l'ombre, et qu'est-ce qu'on apprend par la suite? Que la gestion de l'offre a été mise à mal. Quand l'accord à discuter arrive sur la place publique, l'excuse, c'est toujours que ce n'est qu'une petite brèche. Inquiétez-vous pas, c'est un petit pourcentage de rien, une petite brèche de rien. Mais d'accord en accord, quand on les additionne, ces petites brèches, on commence à avoir affaire à un cratère qui est assez considérable, vous le reconnaîtrez. Dans le cas de la CEUM, la cession de 3 % du marché représente des pertes d'environ 150 millions de dollars par année. L'accord abolit également la classe 7, qui visait à régler la problématique des protéines laitières, et pire encore, offre à Washington la possibilité de limiter la quantité de protéines laitières que nos producteurs ont le droit de vendre dans le reste du monde. Permettre à un pays de contrôler les exportations de son voisin et ainsi de l'évincer en tant que concurrent à l'échelle mondiale, ça représente, à notre connaissance, un précédent dans l'histoire. On va être intraitable là-dessus. Des compensations directes aux agriculteurs lésés devront être rapidement mises en place. J'invite également la Chambre à appuyer le projet de loi du Bloc, interdisant toute brèche future dans la gestion de l'offre. Non seulement notre alimentation est trop importante pour être soumise aux règles de la guerre économique mondiale, mais il est temps qu'on cesse les vœux pieux et qu'au lieu des engagements électoraux, on a un engagement légal en la matière. On a trop cassé de sucre sur le dos de nos agriculteurs, ceux qui remplissent nos frigidaires 3 fois par jour, ceux qui font en sorte. La première chose qu'on fait à chaque jour, quand on se lève, c'est d'aller ouvrir notre frigidaire. On doit une fière chandelle à nos agriculteurs qui forment au final la seule profession dont on a besoin quotidiennement, plusieurs fois par jour. Sur l'aluminium, maintenant, cet enjeu sensible, on avait affaire à un vrai classique canadien. Malgré les démentis du gouvernement, l'aluminium, une industrie québécoise, n'avait pas les mêmes garanties que l'acier ontarien avait. Alors que le gouvernement célébrait cette entente, nous, au Bloc, on constatait que la protection n'était pas la même, on le disait. Alors que l'acier coulé et fondu en Amérique du Nord était défendu, seules les pièces d'aluminium nord-américaines l'étaient. Or, le Mexique ne produit pas d'aluminium et il aurait pu alors continuer de s'approvisionner en aluminium chinois polluant, de moindre qualité, fait dans des usines fonctionnant au charbon. Ce dumping aurait miné les projets d'expansion des alumineries québécoises, les emplois qui s'y trouvent et la formidable opportunité écologique que représente notre aluminium carboneutre le plus vert au monde. D'autant plus que, à l'ère des changements climatiques, la tendance dans la construction des automobiles sera aux pièces plus légères. L'Assemblée nationale du Québec a d'ailleurs voté une motion unanime de soutien aux travailleurs et à l'industrie de l'aluminium. Le gouvernement a d'abord nié qu'il y avait un éléphant dans la pièce. On lui a tenu tête. Ça a été payant, si bien que le gouvernement s'est engagé à ce qu'on puisse bénéficier de données en temps réel sur les importations d'aluminium. S'il est démontré que le Mexique s'alimente bel et bien en aluminium étranger, le gouvernement s'est engagé à revenir à la charge pour que notre secteur bénéficie de la même protection que celle dont jouit l'acier.
C'est une reconnaissance, à l'instar de la réaction colérique du Mexique, de l'existence d'un problème que le gouvernement s'entêtait pourtant à nier. Voilà. Certains porte-paroles ont eu beau prétendre qu'il n'y avait là aucun changement. Le négociateur en chef du Canada a reconnu en comité, suite à une question que je lui ai posée, qu'il s'agissait bel et bien là d'un gain. Nous surveillerons donc le gouvernement afin que celui-ci tienne parole. Un fardeau pèse sur ses épaules. On va donc voter pour la CEUM sans jovialisme, sans enthousiasme particulier et en étant surtout extrêmement vigilant. Moi, je m'engage d'ailleurs à être le chien de garde au sein du Comité sur le commerce international. On va surveiller tout ça, de même que dans cette Chambre. Je souhaite terminer maintenant sur une perspective d'avenir à long terme. Dans ce dossier, comme dans bien d'autres, on a cherché à minimiser les pertes. Le Bloc est de corvée, toujours de corvée pour limiter les dégâts. Il y a cependant une règle de base qu'il ne faut pas oublier, c'est que les absents ont toujours tort. Ne pas se trouver à la table où se prennent les décisions peut tout simplement pas être sans conséquence. L'ancien négociateur, d'ailleurs, dans le cas d'un accord précédent, de l'accord avec l'Europe, l'ancien représentant du Québec dans la délégation canadienne, disait que le rôle de la délégation québécoise se limitait malheureusement à offrir un billet doux. C'est-à-dire qu'on joue partout, dans les corridors, on essaye d'influencer la délégation, on joue partout sauf à la table de décision. Ça ne peut pas rester toujours sans conséquence, les absents ont toujours tort. C'est pourquoi le gain ultime et durable de notre action, ce sera bien sûr l'indépendance de notre nation, celle du Québec. Merci. Questions and comments? Questions et commentaires? Le député de Humber River Black Creek. Merci, Madame la Présidente. Je comprends que le député fait partie du Comité du commerce international et je le remercie de sa participation. J'aimerais qu'on parle des exemptions culturelles. C'est une chose qui est très importante pour nous. Ça veut dire qu'avec cette entente, nous allons protéger une industrie de 53 milliards de dollars. Ça représente des milliers d'emplois au Canada, y compris dans la province du Québec. J'aimerais avoir les commentaires du collègue à savoir si ça vaut la peine d'avoir ce contenu dans l'entente. Bien, l'exception culturelle, j'en ai parlé dans l'allocution. On se réjouit qu'elle soit réitérée. On y est favorable et je rappelle encore une fois que c'est un grand combat du Québec à l'UNESCO pour la faire reconnaître parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être traitées comme des marchandises à part entière. Notre culture a beau être très riche et elle l'est indéniablement, c'est reconnu partout dans le monde. Cette chose étant dite, nous n'avons pas quelque chose qui ressemble à Hollywood. Donc, il faut qu'il y ait des pratiques pour l'encadrer, pour la réglementer, pour se protéger, pour lui offrir, oui, un traitement préférentiel. Et l'exception culturelle est une excellente voie pour aller dans ce sens-là. C'est pas la seule, mais c'est essentiel. Questions et commentaires? The honourable member for Oshawa. Le député d'Oshawa. Merci, Madame la Présidente. J'ai écouté le discours de mon collègue. Je veux le remercier pour son travail au Comité du commerce international. Il a dit que les Canadiens vont payer le prix pour le manque de leadership du premier ministre. Il a parlé du secteur pétrolier, du bois d'œuvre, toutes les occasions ratées. Il a parlé d'une chose qui est très importante pour les Canadiens, c'est le manque de transparence. Le PTP original qui avait été négocié il y a 5 ans par notre gouvernement, il avait un effet positif sur le PIB. Le nouvel accord va coûter 14 milliards à notre économie. Les études indiquent que rien ne sera disponible jusqu'à un jour avant. On avait dit que c'était une entente qui profitait à tout le monde. Et ensuite, j'ai entendu parler de pertes pour le secteur automobile, une baisse de la production. Alors, il dit qu'il va surveiller le gouvernement. Il pourra aussi jouer ce rôle en comité. Mais il y a vraiment un manque de transparence. À quel point est-ce que la mise en œuvre de cette entente nécessite une surveillance, surtout pour les secteurs qui sont touchés de façon négative?
Et est-ce attribuable au manque de leadership du gouvernement? Et pour cela, à quel point la surveillance sera-t-elle importante? La transparence est fondamentale et on peut dire que dans l'histoire de ce type d'accord, elle a toujours fait défaut, hélas. Il va impérativement falloir trouver des manières d'avoir des mécanismes institutionnels. Le comité en est un. On va faire notre travail. J'invite d'ailleurs les autres partis d'opposition. Je pense qu'il y a un aspect sur lequel on s'entendait tous, avec l'NPD, avec les conservateurs, sur le fait que la transparence faisait défaut dans le présent processus. Mais ce type de négociation-là, de façon générale, se déroule toujours avec très peu de consultations. Et quand je vous dis ça, c'est même en amont. Avant d'être discuté avec les parlementaires, il y a très, très peu de consultations qui sont faites avec les groupes de la société civile, qui sont pourtant, dans certains cas, gagnants, dans certains cas, perdants. Et il faudrait assurément trouver une façon, puis je vous invite à ce qu'on en réfléchisse tous ensemble, de surveiller ça. Un autre des éléments, puis est-ce qu'on a des motions aussi en comité sur des pans précis des conséquences potentielles du commerce? Il va falloir qu'on fasse notre travail et qu'on le fasse efficacement. Parce que oui, les négociations se font en cachette, mais c'est politiquement qu'il faut que cette question-là soit débattue par la suite. Questions et commentaires. L'honorable député de Elmwood-Transcona. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte a mentionné pendant son discours une entente entre le Bloc québécois et le gouvernement par rapport au secteur d'aluminium. Puis, nous avons entendu au comité que le gouvernement a déjà des mécanismes pour comprendre combien d'aluminium vient au Mexique par la Chine et donc a l'information déjà nécessaire pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de différent avec l'entente avec le Bloc et le gouvernement que le gouvernement ne ferait déjà pas? Merci. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Ce qu'on a, puis qui est une différence majeure, puis vous étiez là en comité quand ça a été reconnu que c'était un gain, c'est qu'au-delà de cet engagement à nous fournir toutes les données, puis on va avoir beaucoup de travail entre nous au comité, au-delà de cet engagement à nous fournir les données, qui effectivement, d'une certaine façon, était déjà dans l'air du temps, on a un engagement clair que si jamais on constate le dumping, le gouvernement revient à la charge pour donner le même statut classier. Et ça change absolument tout. Je vais juste rappeler aux députés, encore une fois, d'adresser la parole à la présidence. Questions et commentaires, l'honorable député de Jonquière. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à féliciter mon collègue pour un discours bien documenté. Ça fait contraste avec certains discours qu'on entend quelquefois en cette Chambre où des gens se permettent de remercier leur famille, leurs collègues. Et puis, donc, je trouve ça assez intéressant et ça contribue au débat. Pour ces raisons, je me permets particulièrement de le féliciter. Comme mon collègue l'a souligné, on a peut-être fait ce qu'on peut présenter comme un gain sur l'aluminium. À tout le moins, on a réduit les impacts néfastes que l'entente pouvait avoir sur l'aluminium québécois. Mais j'ai trouvé intéressant dans la présentation de mon collègue, lorsqu'il parlait du bois d'œuvre et qu'il soulevait peut-être la façon d'agir pernicieuse des États-Unis qui font en sorte que certains producteurs de bois canadiens s'essoufflent devant les tribunaux, tout comme ses commentaires sur la gestion de l'offre. Et il finit de belle façon en nous disant au final que la solution, c'est peut-être l'indépendance du Québec, mais en attendant, le Bloc québécois, et c'est probablement, tout à fait, donc en attendant, le Bloc québécois a peut-être une solution à proposer. Et j'aimerais savoir ce que mon collègue pense de ça, si on accordait une plus grande place peut-être à la délégation de la délégation québécoise par un mécanisme, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à avoir des ententes qui sont plus intéressantes? Le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Le problème, puis honnêtement, oui, ça serait très souhaitable. Madame la Présidente. Puis mes excuses de vous avoir oublié pour mon tour de parole précédent. Oui, effectivement, ça serait souhaitable, mais ça serait encore, puis comme je vous disais, on est de corvée pour le faire. Mais ce sera encore des énergies qu'on investit, qu'on va investir, bien entendu, qu'on pourrait investir dans tellement d'autres choses si on était maître pleinement de nos décisions. On ne serait pas là-dedans dans des querelles byzantines avec le reste du pays qui a parfois des intérêts diamétralement différents des nôtres. Parce que moi, je comprendrais parfaitement, par exemple,
que le reste du Canada ne s'occupe pas de l'aluminium, parce que l'aluminium, il est au Québec. Donc, je comprendrais parfaitement que vous disiez, ça, on cède, on fait rien là-dessus, on préfère mettre nos paniers dans un autre, nos œufs dans un autre panier. J'aurais aucun problème à le comprendre. J'aurais aucun problème à le comprendre. Donc, je crois que ce serait sans doute dans l'intérêt mutuel qu'on devienne des bons voisins. Questions et commentaires? The Honourable Parliamentary. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Merci, Madame la Présidente. Je suis certain que mon ami peut comprendre que dans presque toutes les provinces et tous les territoires, il y a un certain élément qui les distingue. Les gens, certainement, voudraient participer aux négociations. Comme gouvernement, on a un rôle à jouer. Le député a parlé de la gestion de l'offre. Les États-Unis voulaient qu'on démantèle complètement la gestion de l'offre. Notre gouvernement a pu travailler en partenariat, a pu veiller à ce que la gestion de l'offre puisse continuer à faire partie de notre tradition. Ne voit-il pas cela comme quelque chose de positif? Saint-Hyacinthe Bagotte. Merci, Madame la Présidente. Vous voyez, j'ai appris ma leçon. Écoutez, ce qui a pu se passer à la table de négociation, on le sait bien qu'il y avait une volonté claire des États-Unis d'éliminer tout simplement le système. Il va sans dire. Sauf que cette agriculture-là, surtout après un engagement textuel de ne pas y toucher, ce secteur-là n'aurait pas dû être touché. Ça aurait dû être dans le minimum vital, dans l'impossible, dans l'impensable. C'est là-dessus, après autant d'engagements, à dire, contrairement au gouvernement précédent, écoutez, inquiétez-vous pas, moi, c'est ça, j'y touche. Puis finalement, le gouvernement y touche. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser le monde. Là. Resuming